Coucou la communauté des French Learners. Je continue la série Pause Café où j'invite des personnalités, des personnes exceptionnelles qui vont vous motiver, qui vont vous inspirer à acquérir des langues et à acquérir le français, bien sûr. Si vous êtes débutant, allez sur mon site alicayel.com parce qu'il y a un cours, le Baby Stage, pour acquérir les bases du français. Et il y a aussi d'autres ressources pour des niveaux intermédiaires et avancés pour acquérir le français naturellement. alicayel.com pour acquérir le français naturellement. Alors aujourd'hui, je suis très très heureuse parce que j'ai comme invitée Hélène Collinet. Je le prononce à la française. Est-ce qu'on dit Collinet en catalan, Hélène? En catalan, on dit collinette. Ah, oui, parce que Hélène, tu habites, où est-ce que tu habites? Tu n'habites pas en France, mais Alors, tu es française. oui, je suis française, mais j'habite aux îles Baléares à Majorque. Oui, Et à Majorque, en fait, il y a deux langues officielles. Il y a le castillan, l'espagnol, que tout le monde connaît, et il y a aussi le catalan. Mais la plupart des gens parlent le majorquin. Le majorquin, c'est pratiquement pareil que le catalan, mais il y a quelques petites différences. mmh. Et toi, Hélène, tu sais parler le majorquin? Alors moi, je comprends le majorquin parce que mon mari est majorquin, mes enfants à la maison parlent majorquin. Donc, je suis habituée à écouter le majorquin à la maison, à la télévision, à la radio aussi. Je peux parler le majorquin aussi, mais c'est vrai que je préfère parler le castillan. Mmh. Alors, on va revenir sur tout ça parce que c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. Mais avant, j'aime bien commencer la pause café avec la boisson que tu es en train de prendre durant notre entretien. Qu'est-ce que tu bois, Hélène, aujourd'hui? Alors, je bois un café au lait et café con leche en espagnol. C'est un peu la boisson typique en Espagne, dans les bars qu'on boit le matin ou l'après-midi. Ouais. Et tu as une très belle tasse aussi. Tu peux nous montrer ta tasse parce que je la trouve superbe. Enfin, je la trouve très belle. Ah, c'est une tasse fait main, non? Oui, oui, c'est une tasse japonaise Wow. qui normalement est faite pour boire du thé, mais je l'utilise pour boire du café. Parce que quand je bois du thé, en fait, moi j'aime bien boire de grandes quantités de thé ou des infusions. Mm. Mais le café, ça pour moi, c'est la taille parfaite pour boire du café au lait. Mm. Très bien. C'est vrai que oui, le café con leche, c'est une institution. Moi qui ai aussi vécu en Espagne, à Saragossa, mais moi je n'aime pas trop ça. Je Mhm. préfère le café noir ou Ah, un expresso, l'expresso. un café solo, comme ils disent en Espagne. Mhm. Ouais. Donc Hélène, comment est-ce que tu as acquis l'espagnol? Parce que tu dis que tu parles l'espagnol, le Mhm. castellano, comme on dit en Mhm. Espagne. Comment tu l'as acquis? Mhm. Alors, j'ai acquis l'espagnol grâce à mon mari, en Mmh. fait. Parce que quand j'ai rencontré mon mari, je ne savais pas du tout parler espagnol. Euh, on parlait en anglais au tout début. Mais lui, il ne parlait pas très, très bien anglais.
Et donc, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je vais apprendre l'espagnol. Donc, quand je suis rentrée en France, et après avoir rencontré mon mari ici à Majorque, j'ai acheté un livre de grammaire, un livre de conjugaison et un livre avec des listes de vocabulaire pour pouvoir apprendre l'espagnol. Mais je n'ai jamais utilisé ces livres. Je n'ai jamais ouvert ces livres parce que, en fait, en parlant avec mon mari me parlait très lentement. Il me faisait des phrases très courtes. Moi, je lisais aussi en espagnol. Je regardais des films en espagnol, au début avec les sous-titres. Au début, c'était très difficile. Je ne comprenais pratiquement rien. Je pensais que je n'allais jamais arriver à parler espagnol. Et petit à petit, au fil des mois, j'ai commencé à comprendre plus facilement. J'ai commencé à parler. Au début, je disais oui, non, peut-être, les 3 mots que je disais tout le temps. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des phrases. J'aime, je n'aime pas, à faire des phrases très courtes. Et ensuite, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à pouvoir avoir des conversations un petit peu plus élaborées avec mon mari. Et ensuite, j'ai déménagé en Espagne. Et là, le fait d'être constamment exposée à la télévision, dans la rue, dans les bars, avec d'autres personnes, j'ai reçu beaucoup d'input qui a fait que maintenant, je comprends tout ce qui se dit en espagnol. Mais au début, je pensais que je n'allais jamais y arriver. C'est vrai que c'est une expérience assez magique parce qu'en fait, au début, moi aussi, j'ai eu une expérience similaire avec l'espagnol, en fait, parce qu'au début, je suis arrivée à Saragossa, je ne comprenais rien non plus. Je pensais que je n'allais jamais y arriver, exactement comme toi. Mais à force d'entendre, on commence à reconnaître des mots, à les comprendre, et puis on comprend des phrases, et puis au bout d'un certain temps, c'est magique, on comprend tout. Le cerveau, en fait, comprend, a absorbé, a assimilé le nouveau langage, et tout à coup, on comprend. C'est vrai que c'est assez magique comme expérience, mais comme tu l'as dit, au début, c'était juste écouter, regarder des films, juste de l'input. Oui. Et avec le catalan, quand je suis arrivée en Espagne, je me suis inscrite à l'école officielle des langues pour apprendre le catalan. Parce que toute ma famille, toute la famille de mon mari parle le majorquin. Il ne parle jamais le castillan. Et donc, je voulais apprendre pour pouvoir comprendre. J'ai été pendant 2 ans à l'école des langues et je ne comprenais rien. Je n'arrivais pas à parler, je ne comprenais pas la télévision. Je réussissais tous les examens de l'école des langues. Je faisais tout. J'avais d'excellentes notes, mais dans la vie réelle, en dehors de la classe, j'étais perdue. Et c'est quand on a eu des enfants que j'ai commencé à comprendre le catalan parce que mon mari parlait, comme il a fait avec moi au début, avec l'espagnol, avec des phrases très courtes, des mots très simples. Au bébé, en fait, il parlait le baby stage, comme toi tu fais avec le français. Et c'est incroyable parce qu'il s'est passé la même chose avec mon mari, avec le français. Comme moi, je parle français à mes enfants, je leur parlais d'une manière très compréhensible quand ils étaient bébés, quand ils étaient petits. Et moi, comme ça, maintenant, je comprends tout en catalan. Je peux regarder des films, je peux écouter la radio, je peux faire tout ce que je veux.
J'ai même passé un diplôme en catalan à l'université, sans problème. Et mon mari, maintenant, peut regarder la télévision, peut parler en français, parce que tous les deux, grâce à nos enfants, en fait, on a reçu cet input compréhensible. Donc, ce n'est pas seulement de l'input, c'est aussi de l'input que tu peux comprendre, compréhensible au début. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Ah, c'est vraiment très intéressant, ton expérience. Et pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, je t'ai invité parce que pour moi, tu es vraiment une personne exceptionnelle. On s'est rencontrés à Agen. On s'est rencontrés à la conférence d'Agen parce que toutes les deux, nous sommes profs, nous sommes professeurs de langue, n'est-ce pas? Et tout de suite, Oui. on s'est bien entendu parce qu'on Oui. est françaises, on a la même culture. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais pour moi, tu es une personne exceptionnelle parce que tu es une influenceuse sur Internet, sur Instagram. Ah si, je suis désolée. Mais tu as réussi à convaincre énormément de professeurs en Espagne, des professeurs de langue, de changer de méthode. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer d'abord comment est-ce que la majorité, la plupart des professeurs en Espagne enseignent les langues et comment toi, est-ce que tu réussis à leur faire changer à les faire changer de mentalité un peu et de méthode? Alors en fait, je pense que c'est un peu de manière générale, hein, la manière d'enseigner en Espagne, en France, hein, c'est aussi la même, et je pense dans beaucoup de pays, c'est une manière plus traditionnelle, on va dire, entre guillemets, avec un livre. Et le problème des livres, c'est qu'ils sont faits pour être vendus à beaucoup de personnes. Donc, quand on fait quelque chose pour plaire à beaucoup de personnes, on finit par faire quelque chose qui ne plaît à personne. Et beaucoup de professeurs suivent ces livres parce que réellement, à l'université, on ne nous a pas enseigné comment on devait être, comment on devait interagir avec nos élèves une fois qu'on était devant nos élèves. On apprend la théorie, on apprend beaucoup de concepts, mais on n'apprend pas comment atterrir tout ça une fois qu'on est en classe avec des élèves devant nous. Donc, beaucoup de personnes suivent le livre scolaire en pensant que c'est ce qu'il faut faire. Et parce que c'est aussi cette technique, cette méthode-là qu'ils ont, eux, reçue en tant qu'élèves. Hein, tout le monde a ses livres scolaires. Mais je pense que tout le monde a le même problème, c'est que les élèves font les exercices, les élèves ont des bonnes notes aux examens, mais les élèves ne retiennent pas ce qu'on fait en classe sur le long terme. Et surtout, les élèves ne sont pas capables de mobiliser toutes ces connaissances sur la langue pour ensuite communiquer, parce qu'on ne travaille pas la communication réelle et la communication spontanée. On pense qu'on travaille la communication parce qu'on travaille une langue, mais on travaille des connaissances sur la langue. Et pour moi, c'est vraiment le problème majeur. Et avant de travailler des connaissances sur la langue, il faut se construire un capital linguistique solide pour pouvoir comprendre, pour pouvoir interagir avec d'autres personnes dans une langue. Et ensuite, on peut mettre ces petites connaissances sur la langue pour affiner
pour améliorer, pour éviter de faire ces petites fautes de temps en temps. Mais tant qu'on n'a pas construit ce capital linguistique, c'est impossible. C'est comme si un bébé, au lieu de lui apprendre à parler, au début, on lui apprend la règle du passé composé. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est un peu ce changement de perspective qu'il faut faire. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé ce que je faisais en classe, j'ai partagé les problèmes que je rencontrais en classe, et beaucoup de professeurs se sont sentis identifiés et m'ont dit, bah, c'est exactement ce qui se passe en classe. Et en fait, on est tous pareils. On passe tous par les mêmes étapes. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, les professeurs ont commencé à s'intéresser aux activités que je faisais en classe, que je partageais, et sur le blog, sur Instagram, sur différentes plateformes. Et ensuite, ces professeurs ont commencé à me demander des formations. Donc, j'ai commencé à faire des formations pour aider ces autres professeurs à faire ce que moi, je faisais en classe. Donc, tu as un compte Instagram, c'est ce que je disais, qui attire beaucoup de professeurs et d'Espagnols, hein, puisque tu parles en espagnol et tu écris en espagnol sur ton compte Instagram. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo ainsi que le lien vers ton blog. Moi, en fait, avant de te rencontrer à Agen, je lisais ton blog et j'aimais beaucoup lire. D'abord pour lire en espagnol, pour moi, pour recevoir de l'input espagnol. Et aussi, j'aimais beaucoup lire ce que tu écrivais sur ton blog parce que je me reconnaissais un peu. Tu écrivais aussi tes expériences en tant que professeur et c'était très enrichissant pour moi. Donc maintenant, tu donnes des classes, n'est-ce pas? Tu donnes des formations, pardon, en français, des formations à des professeurs. Ouais. Et où tu leur expliques la méthode. Des professeurs de langue, donc ça n'a pas d'importance quelle langue on enseigne, pour toutes les étapes, que ce soit primaire, secondaire, adulte, parce qu'en fait, il s'agit d'appliquer les principes d'acquisition de langue. C'est ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on acquiert une langue. Et c'est pour ça qu'on peut reproduire ces principes d'acquisition dans toutes les langues, parce que ce sont les mêmes pour toutes les langues et pour toutes les étapes dans lesquelles on peut se trouver, parce que bah, c'est universel. Ces principes s'appliquent pour toutes les langues, tous les âges, toutes les étapes. Donc, il n'y a pas de mystère. C'est simplement, c'est un système scientifique. Hein, ce sont basés sur des évidences scientifiques, sur des investigations, des recherches scientifiques. Et ensuite, c'est comment on atterrit tout ça une fois que moi, je suis devant les élèves. Et c'est la différence entre l'apprentissage d'une langue et l'acquisition d'une langue. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans ma série précédente sur ces différences. Et il y a autre chose aussi que je trouve exceptionnelle, c'est que tu as écrit un livre. Et cela m'impressionne beaucoup. Tu as écrit un livre en espagnol. Moi aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est le titre Comment enseñar un idioma en casa. Oui. Comment enseigner une langue à la maison. Et en fait, c'est un livre qui répond à la question que l'on me pose le plus. Chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je dis que je suis prof de langue, cette personne me raconte sa vie. Moi j'aimerais bien améliorer mon anglais. Oh, mon fils, il a des mauvaises notes, comment je peux faire pour qui? Et donc, je me répétais beaucoup.
Et donc, j'ai décidé d'écrire ce livre pour partager non seulement mon expérience en tant que prof de langue, mais aussi mon expérience en tant que maman, parce que j'ai 2 enfants. Et à la maison, en fait, on parle 3 langues différentes. On parle le majorquin, le castillan et le français. Hmm. Donc, dans ton livre explique comment faire à la maison Mhm. pour Mhm. transmettre une langue. Comment appliquer ces principes d'acquisition de langue dans le contexte d'une famille à la Hmm. maison. Ouais. C'est vrai que de plus en plus de familles ont dans un couple, il y a des parents avec des langues différentes. Moi, c'est Mhm. vrai que dans ma famille, mon mari et moi sommes français, donc nous parlons français à la maison Mhm. tout le temps. Mais je vois que ma sœur ou mon frère, par exemple, leur conjoint est anglais. Donc oui, il y a Mhm. ce, ce problème ou cet avantage d'avoir 2 langues. Mhm. Mhm. Et c'est vrai que ça peut être difficile, non, d'essayer de parler ou de transmettre les 2 langues de manière égale aux enfants. Je ne sais pas parce que ce n'est pas mon expérience, mais je te demande. Alors, c'est très différent. Alors, par Mm, exemple, dans le livre, moi, j'explique différentes situations. J'explique la situation de famille mixte. Donc, mm, on appelle famille mixte justement quand les 2 parents sont de 2 langues différentes, mm, mais aussi de famille unique, quand il y a une seule langue au sein d'une famille. Ça n'a pas d'importance. mm, On peut appliquer ces mm, principes aussi bien en tant que famille unique ou famille mixte. Mais en fait, il faut savoir qu'une personne va développer un répertoire linguistique avec une langue 1, une langue 2, une langue 3, une langue 4, toutes les langues que l'on veut, mais que ce répertoire linguistique va évoluer et va changer au cours de notre vie. Donc, la langue 1, au bout d'un moment, peut passer à être une langue 2, c'est-à-dire mm, une langue qui va être moins utilisée et la langue 2 va passer en langue 1 parce qu'à ce moment-là, elle va être la plus utilisée. Donc, par exemple, moi, je dirais que mes enfants, quand ils étaient très petits, quand ils étaient bébés, leur langue 1, c'était le français mm, parce qu'ils étaient beaucoup avec moi. J'étais la personne qui communiquait le plus avec eux. Mais ensuite, quand ils ont commencé à aller à l'école, euh, le catalan ou l'espagnol sont venus au-dessus du mm. français. Et maintenant, moi, je dirais que le français, c'est leur langue 3. Mais je suis toujours, et mes enfants sont beaucoup avec moi, je leur parle tout le temps en français. Donc, ce n'est pas une compétition il faut être la langue 1 pour Mm. qu'ils parlent très bien français. Non, ils développent des compétences plurilingues, et c'est-à-dire qu'ils développent différentes langues à différents niveaux. Et il peut y avoir, en fait, euh, pendant les vacances d'été, par exemple, j'emmène toujours mes enfants en France, chez mes parents. Et à ce moment-là, pendant ces semaines où on est en France, le français redevient la langue 1 parce que Mm. quand on est en France, ils ne reçoivent que la télé en français, que les personnes parlent que français. Donc, c'est un répertoire qui n'est pas figé et c'est un répertoire qui va changer en fonction des situations, en fonction des contextes. Donc, il ne faut pas non plus euh, être obsédé Mm. avec non, il faut absolument tout, tout, tout. Non. En fonction des situations, en fonction des contextes, ce répertoire linguistique évolue et est très flexible. Donc, à partir du moment où on décide, moi, je veux parler en français avec mes enfants, moi, je parle toujours en français avec mes enfants. Voilà. Moi, je pense que c'est la clé Mm. et, je n'essaie pas de faire la compétition avec d'autres langues. Oui, mais parfois, par exemple, c'est vrai que c'est difficile si ton mari te parle
en castillan ou en majorquin, toi, tu réponds devant tes enfants en français ou c'est ça, je pense, qui est difficile quand il y a deux langues On quand mélange beaucoup. ouais. On mélange beaucoup les langues. Des fois, moi, mon mari me parle en français, me dit des choses en français ou me répond en français, alors que moi, je lui ai parlé en castellano. En fait, ce sont des situations plurilingues où c'est ce qui vient en premier. Donc, moi, mes enfants, quand je m'adresse à mes enfants, Voilà. c'est que du français, que du français, que du français. Quand on est en famille, c'est vrai qu'on mélange beaucoup toutes les langues. Il y a les 3 langues qui sont présentes et ce n'est pas des choses figées. Moi, des fois, je peux dire quelque chose en espagnol. Des fois, je vais dire seulement des choses en français. Et mon mari va seulement dire des choses en majorquin. On va comme ça interchanger, mais comme tout le monde comprend, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est la communication. Oui, exactement, puisque une langue est un outil en fait pour communiquer. Mais tes enfants, quand tu leur parles en français, tes enfants te répondent automatiquement en français? Parce Ils que me ça, c'est répondent en aussi, ça peut français. être aussi un autre problème, enfin pas problème, mais parfois les enfants, comme ils vivent dans un pays, je sais que mes neveux et nièces, comme ils vivent en Angleterre, ils répondent, ils comprennent le français, mais ils ont tendance à répondre en anglais. Alors, mon aîné répond toujours en français. Et le deuxième, pas tout le temps. Parce que en fait, il me dit qu'il est paresseux, il a la flemme et c'est plus facile de dire les choses. Donc moi, je fais souvent, je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu dis, pour qu'il essaie de me répéter en français. Ce n'est pas pour le forcer, mais c'est pour savoir s'il est capable de le dire en français, parce que des fois, c'est vrai, il veut me raconter une histoire, quelque chose qui lui est arrivé, et je vois qu'il manque de vocabulaire, et donc il y a des fois des mots aussi qui apparaissent dans une autre langue. Mais c'est un processus qui est tout à fait normal, c'est quelque chose qui fait partie du processus d'acquisition de langue. Et justement, si il va utiliser un mot dans une autre langue, mais dans une phrase grammaticalement correcte, ça veut dire qu'effectivement, il a compris comment construire une phrase. Son cerveau a bien absorbé les structures, comment communiquer, comment faire une phrase. C'est juste qu'il lui manque du vocabulaire. Donc, je sais que je vais renforcer un petit peu toute cette partie de vocabulaire avec lui. Je vais répéter le mot simplement qui lui manque, et ensuite, de manière naturelle, lui me refait la phrase avec ce mot. Mais c'est un travail, je dirais, de toute une vie. Ce n'est pas 1 heure par semaine. Allez, on parle français 1 heure par semaine. Et non, c'est tous les jours et toute une vie. Oui, de toute façon, même nous qui sommes natives, on ne parle pas parfaitement le français. Je sais déjà que j'ai fait quelques erreurs là quand je t'ai parlé durant notre échange. Enfin, je pense. C'est normal, c'est oui. normal. Et est-ce que tu penses traduire ce livre en français d'ailleurs, ou il va rester en espagnol? Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une bonne question. J'y ai pensé, Ouais. mais en fait, ce n'est pas moi qui décide, c'est la maison d'édition. Parce que c'est un livre qui est publié avec une maison d'édition, donc je ne suis pas maître à 100% de toutes les décisions. Oui, mais ça serait une bonne idée, je pense. C'est un livre, en tous les cas, qui est très pratique et très utile parce que dans ce livre, il y a des conseils vraiment pratiques. Ce n'est pas juste la théorie. Hein. Tout à fait. Ouais. Très bien, Hélène. Je suis vraiment très heureuse. Je pense que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent vont aussi être très intéressés. Mettez dans les commentaires si vous aussi vous êtes dans une famille mixte ou si vous essayez de transmettre une autre langue à votre enfant ou à vos enfants.
Mhm. mettez-le dans les commentaires et partagez votre expérience, vos expériences. Mhm. Et pour terminer, Hélène, est-ce que Oui. tu as un livre? Est-ce qu'il y a un livre? J'aime poser cette question à la fin Mhm. des entretiens. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Parce que, comme tu le sais, la lecture est très importante Mhm. pour acquérir une langue. La lecture est un Mhm. moyen efficace pour enrichir notre vocabulaire. Donc, est-ce qu'il y a un Mhm. livre en particulier qui t'a marqué et que tu... Et alors, il y a quelques années, j'ai lu un livre de Miguel Ruiz qui s'appelle Les 4 accords Toltec Hmm, et que j'ai beaucoup aimé parce que ça parle de 4 choses en fait qu'on devrait toujours avoir à l'esprit et pour avoir une vie un peu plus sereine et ne pas prendre les choses personnellement. Chaque fois que quelqu'un nous hmm, dit quelque chose ou que quelque chose nous arrive, de ne pas nous le prendre comme une victime. Encore hmm. une fois, ça m'arrive à moi, j'ai pas de chance, etc. Et donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je conseille beaucoup. Ah, donc c'est un livre, ce n'est pas un, comme on dit en anglais, un livre de fiction, ce n'est pas un roman ou... Non, non, c'est un livre, je dirais peut-être de développement personnel, peut-être Hmm, hmm, philosophique, développement personnel, je mhm. pense un peu dans ce style-là. Ah, je ne connais pas cet auteur. Il est espagnol, Miguel, Il comment il... est mexicain, Hmm, c'est un docteur mhm, euh, et en fait, je ne vais pas raconter oui. la suite pour ne pas spoiler, mais en fait c'est quelqu'un qui a fait un peu un burn-out, non? Et qui a repensé un petit peu certaines choses qui lui étaient arrivées. Et il venait d'une famille de chamans. Et quand il a fait son burn-out, il a reconnecté avec cette partie de sa famille. Et de là viennent les enseignements qu'il livre dans les 4 accords Toltec. Ah, d'accord, ça paraît vraiment fascinant et très Mm, enrichissant aussi, ouais. C'est vrai que moi, mhm, j'ai tendance à prendre un peu toujours les choses pour moi ou mm. c'est vrai que j'ai Ou un peu... faire, euh, ou faire la drama queen. Oui, Je sais, oui, moi aussi. Mm, donc vous avez entendu que là, on a employé beaucoup d'anglicismes. Le mhm, burn-out, la drama queen, spoilé. Le français oui. maintenant utilise beaucoup d'anglicismes. Je ne sais pas comment on pourrait traduire burn-out en français, mais je pense qu'il y a un mot, non? Dépression ou peut-être pas. Non, non, Ouais, on dit comment on burn-out, pourrait hein. dire Mm, ouais, on dit burn-out. mm. Euh, ouais, je Ouais, il pense n'y a qu'il n'y a pas pas. d'équivalent. Ouais. Mm, C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots comme ça qui n'ont pas vraiment d'équivalent en français. C'est comme spoiler. mhm, Je ne sais pas comment le mhm. traduire, dire ce qui va se passer, mais c'est beaucoup plus long À que l'avance, ouais. spoiler, dire à Mm, l'avance. Ouais. mm, Est-ce mm. qu'en espagnol aussi, il y a beaucoup d'anglicismes de plus en plus? Oui, sauf que en espagnol, on écrit en fait comment on entend. En français, on garde généralement l'écriture anglaise. Hmm. Alors que en espagnol, ils vont entendre le mot et ils vont l'écrire à la manière Hmm. espagnole, comment ils entendent en fait le mot. Donc des fois, Des fois, on ne ou comprend des pas. fois ils vont le, ouais, voilà, des fois on ne comprend pas. Moi, j'ai eu cette expérience, par exemple, ils disent les noms des acteurs Ah oui. en espagnol et je ne comprends pas. Par exemple, Michael J. Fox, l'acteur de Mm, Retour dans le mm, futur, ouais, ils disent ouais. Michael Rota.
Rota Fox. Ouais, ouais, Et moi, je ne ouais, comprenais pas. Et après, j'ai réalisé, ah, ouais. d'accord. Moi, ça m'est arrivé avec Keanu Reeves. Il disait Keanu, Ah oui, Keanu Reeves. Il me disait Keanu Reeves. Il me disait, c'est un acteur très connu dans Matrix. Et donc, je cherchais Keanu. Après, on me montre une photo et je dis, ah, mais oui. et il y a aussi Ouais. des marques françaises, parce qu'il y a beaucoup de magasins Mm. français en Espagne. Par exemple, Leroy Mhm. Merlin, Ouais, Leroy Merlin. Donc au ouais, début, je ne ouais. comprenais pas non plus. Hein. Leroy Merlin, je vais à Leroy Merlin. Mm. Non, c'est Ouais, le roi Merlin. ouais, 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 Mais ouais, bon, ouais. on ne se moque pas. Hein. On ne se moque pas des Espagnols, Non, je le dis tout de suite. non, non. C'est juste que C'est c'est amusant. mhm, la diversité linguistique. Exactement. Et je trouve aussi que en fait, c'est bien de vouloir garder, d'essayer de garder Mhm, la langue espagnole, ce qu'on ne fait pas de mhm. moins en moins en français. En Quand je France, vais oui. en France, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'anglicismes dans les publicités. Mhm, Et parfois, je pense, mhm, pourquoi ne pas traduire en français? Pourquoi ne pas avoir traduit en français simplement? mhm. Euh, Tout à fait. donc, bravo les Espagnols pour essayer de garder le castillan ou l'espagnol. Ouais. Mm, mm. Mais je ne sais pas si dans d'autres pays en Amérique latine, ils font la même chose qu'en Espagne. Je ne sais pas. Je ne sais pas, non. Non. Très bien, Hélène. Je suis vraiment très contente. Ça m'a fait très plaisir de te parler. Mhm. Est-ce que tu as un mot de la fin pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui sont motivés à acquérir le français? Mhm. Et ne désespérez pas. Apprendre ou acquérir une langue, c'est un processus, c'est un marathon. Ce n'est pas une course de vitesse, donc c'est petit à petit et en recevant de l'input tous les jours ou toutes les semaines. C'est comme ça qu'on développe ses compétences dans une langue. Les méthodes qui marchent en 3 semaines ou 3 mois, ce sont des méthodes qui ne fonctionnent pas, Mm. surtout sur le long terme. Donc, ne désespérez pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ah, j'aime beaucoup cette expression pour terminer notre entretien. Mm, L'oiseau fait son nid, une expression très mm, française, oui, petit à petit. mhm, Et je mm, suis tout à fait d'accord avec toi que les méthodes en 3 semaines ou en 3 mois, en général, enfin, c'est faux, je pense. Je suis mm, convaincue que mm, ce n'est pas possible. mm. Il faut de la patience, en effet, et ne pas Ouais. désespérer. Exactement. Mhm, Alors, Hélène, je vais mettre dans la description donc le lien vers ton blog, vers ton compte mhm, Instagram. Si vous êtes mhm, professeur de langue et que vous voulez impacter, hein, puisque c'est le titre mhm, de tes formations, Como impactar, mhm, impacter mhm, vos classes de langue, euh, vous pouvez aller voir le compte Instagram d'Hélène si vous parlez espagnol. Et, mhm, euh, et lisez aussi son blog parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Et si vous avez une famille et que vous voulez transmettre une langue, alors allez regarder aussi le livre d'Hélène en espagnol, Como enseñar un idioma en casa. Hmm. mhm. On peut l'acheter sur Amazon ou il est disponible. Oui, je pense. Je pense qu'il Je, doit être disponible sur je Amazon. pourrais Oui. mettre le lien aussi dans la Mm, description. mm. Ouais. Mhm, Très bien. Alors, j'espère qu'on va se revoir en vrai, Hélène, mhm. Oui. Mhm. parce
qu'en ce moment, on se voit sur Internet, mais bon, ce n'est pas la même chose, Ouais. hein. Normalement, à Agen, on va toujours à notre cantine, comme on dit en français. Ouais. À Mhm. Agen, le restaurant Quartz Ouais. Coffee, je crois. Mhm. Euh, Ouais. on n'est pas sponsorisé là pour faire de la publicité pour ce restaurant, mais comme je sais qu'en ce moment, les restaurants et les restaurateurs ont besoin d'un petit coup de pouce, comme on dit, un petit coup de pouce. C'est pour cela que je mentionne ce restaurant qui est vraiment très bon, Ouais. hein, Hélène. Mhm. Oui, on Surtout, réserve toute la semaine. oui, il y a surtout un dessert qu'on adore, Mhm. Oui. le pavlova. Euh, ouais, ouais. Mhm. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette conversation. Mettez-le dans les commentaires et à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir.